Bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui pour commenter la publication de notre chiffre d'affaires 2023. On a publié ce chiffre d'affaires au travers d'un communiqué de presse lundi matin. Et donc là, c'est l'occasion non seulement d'expliquer ce qu'il y a dans ce chiffre d'affaires, mais aussi expliquer la marche de l'entreprise, notre stratégie, nos objectifs pour 2024. Et puis, dans le cadre de cette conférence, également laisser un temps d'échange à la fin pour répondre à vos questions. Voilà. Donc on a une présentation PowerPoint qui va être déroulée. Donc on va basculer sur les planches à partir de maintenant. On va se présenter juste avant. Vas-y. Hop, donc là, on devrait être bon, je pense. Hop. Donc on va se présenter. Donc je suis Jean-Gabriel Pointeau, directeur général d'Arcure. Et donc Franck Guéraud, président directeur général, cofondateur de la société. Un petit rappel sur les grands ordres de grandeur de la société. Arcure a été créé à la fin de l'année 2009, donc on a 14 ans d'existence. On a donc fait un chiffre d'affaires de 18,2 millions d'euros en 2023, en croissance de 40% par rapport à l'exercice 2022. On en est à peu près au 20 millième Blackster vendu dans une cinquantaine de pays en l'occurrence. Et en 2023, notre chiffre d'affaires était exportateur à 84%. Donc on fait depuis toujours quasiment la majorité de notre chiffre d'affaires à l'export. Et désormais, c'est 84%. L'équipe Arcure, c'est à peu près 70 collaborateurs en ce moment. Et on est présent donc soit directement dans quelques pays, soit indirectement dans les autres au travers d'une dizaine de distributeurs. Voilà. Donc tout d'abord, on va un petit peu expliquer notre positionnement, en particulier pour les personnes qui découvrent le dossier, donc expliquer quels sont nos objectifs, quel est notre positionnement, quel est notre marché. Donc la raison d'être d'Arcure, c'est d'améliorer la sécurité, la productivité dans l'industrie en utilisant des technologies de perception, qui sont les technologies que nous utilisons depuis la création de la société, en particulier donc l'intelligence artificielle et les technologies de vision. Donc on développe et on met en œuvre les algorithmes d'intelligence artificielle au travers de notre savoir-faire et de nos technologies, au travers aussi d'un matériel spécifique. On présente par exemple ici là, pour la prochaine version de notre produit. Voilà. On y reviendra un petit peu plus tard. On a pour engagement aussi d'œuvrer pour la sécurité au travail. Ça fait partie des missions de la société. Et puis, on a tout un volet qui sera présenté lors de cette présentation de limitation de nos impacts environnementaux en favorisant des solutions de développement durable. L'ambition, c'est de rester le leader de ce marché de l'IA pour les véhicules industriels, pour le off-road, comme on dit. On est l'acteur de référence aujourd'hui dans le domaine en particulier de la détection des piétons autour des engins industriels, dans le cadre d'un marché qui est en pleine explosion, en pleine expansion. Et on y reviendra. Et bien entendu, on a l'ambition de rester le leader à la fois technique et marché sur ce marché en forte croissance. Donc, pour être un acteur clé dans ce marché de la digitalisation des véhicules industriels, dans l'autonomie des véhicules industriels, il faut maîtriser un certain nombre de briques. Les savoir-faire d'Arcure, historiquement, c'est l'intelligence artificielle. Depuis la création de la société, au début, on faisait du machine learning. Maintenant, on est dans le deep learning avec Blackster Origin, qui est la caméra que vous voyez ici à l'image en bas à gauche.
Avec Blackster 3, on fait de la vision 3D également. Donc, on maîtrise un certain nombre de technologies de perception pour renforcer l'autonomie des véhicules et la sécurité autour des machines. À la base de notre performance, il y a une base de données propriétaire qui est unique au monde et qui nous permet d'atteindre la performance de détection et la fiabilité qui est requise pour rendre les services qui sont attendus par nos clients. Et l'ensemble des Blackster Origin qui sont livrés aujourd'hui sont connectés, hein, donc il y a une composante IoT. Le marché adressé, c'est un marché de 2 millions de véhicules neufs par an à équiper. On estime aujourd'hui qu'on a un taux de pénétration de l'ordre de 1 pour 1000 sur les pays de l'OCDE et que cette pénétration a vocation à atteindre jusqu'à 10% à peu près du marché d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire donc une multiplication du taux de pénétration d'un facteur 100. Voilà, ça c'est une illustration des produits qu'on vend effectivement, hein, pour compléter ce qu'a expliqué Franck juste avant. Donc il y a plusieurs versions de Blackster qui ont été lancées. Historiquement, on était sur une base avec une caméra stéréoscopique, le Blackster 3, donc la caméra avec deux yeux, en quelque sorte, qui a été une technologie qu'on a utilisée jusqu'à récemment, jusqu'à la sortie du Blackster Origin, donc qui est plutôt une caméra, une monocaméra, donc avec une seule caméra, mais qui a la propriété unique aujourd'hui sur le marché d'être capable de localiser les personnes avec un niveau de précision équivalent à une caméra stéréoscopique. Et cette nouvelle version, comme l'a souligné Franck, c'est une version qui est connectée, donc qui permet effectivement d'approcher les clients en leur proposant une solution complète, donc avec l'évitement de l'accident au dernier moment, mais aussi des analyses qui permettent d'améliorer la sécurité sur le site, d'identifier où et à quelle heure sont les risques d'accident les plus élevés sur le site. Voilà, donc ça nous a permis également de créer une première base connectée pour ensuite rajouter d'autres fonctionnalités sur cette plateforme qu'on installe aujourd'hui sur les chariots et les engins. Donc, on va partager avec vous. Donc, historiquement, on a fait de la détection de piétons. Aujourd'hui, on est en train d'élargir le champ des fonctionnalités, aussi bien pour notre marché, ce qu'on appelle l'aftermarket, donc là où on adresse directement les clients finaux, qui sont essentiellement des grands comptes internationaux dans différents secteurs d'activité. Ça peut être l'automobile, ça peut être l'alimentation, la boisson, l'industrie lourde comme ArcelorMittal, voilà, tous ces acteurs-là qui ont besoin de digitaliser leurs engins, que ce soit des engins de construction ou des chariots élévateurs. Donc sur la partie gauche, on peut voir la liste des fonctionnalités qu'on offre. Donc historiquement, évidemment, la détection de piétons. Il y a aussi la détection d'obstacles, la fonction connectée. Et on a sorti il y a quelque temps ce qu'on appelle la checklist. Donc c'est un élément qui permet au conducteur, avant de conduire son véhicule, de réaliser un check complet de son véhicule et de loguer ça directement dans le cloud. C'est une obligation aux États-Unis et ça peut servir notamment aussi à anticiper de la maintenance pour éviter que le véhicule tombe en panne. Donc ça a une fonction aussi d'amélioration de la productivité. Et donc je ne vais pas faire toutes les fonctionnalités, mais l'objectif c'est d'utiliser la nouvelle plateforme qu'on va sortir en début d'année, en premier semestre 2024. Dont on peut voir un exemplaire prototype ici, donc une nouvelle caméra et une autre plateforme qui va la compléter plutôt sur base Android. On va pouvoir rajouter au fur et à mesure des applications en fonction de ce que souhaite le client. Donc on va agréger des applications intelligentes autour de la détection de piétons. Et on pourra d'ailleurs les vendre aussi sans la détection de piétons si jamais le client ne veut vraiment pas de détection de piétons. Mais évidemment, le but du jeu, c'est de vendre des packages complets. Ça, c'est pour la partie aftermarket. Et pour la partie constructeur OEM, l'objectif, donc c'est ce qu'on appelle les Perception Technologies, l'objectif est de proposer également des technologies
complémentaires à la détection de piétons et qui permettent de mieux appréhender l'environnement autour des véhicules. Donc ça peut être la classification de d'autres véhicules, identification du comportement du piéton, la localisation, évidemment comme on le fait déjà avec le piéton, et d'autres fonctionnalités encore à base d'intelligence artificielle. Voilà un transparent pour illustrer qu'on est en train aujourd'hui d'élargir complètement les fonctionnalités sur nos deux canaux qui sont l'aftermarket et les constructeurs. On va vous partager maintenant des éléments de notre feuille de route stratégique. Voilà, donc, bien entendu, l'entreprise Arcure, elle est orientée vers la croissance, hein, c'est vraiment le maître mot de notre stratégie. Et pour réaliser notre développement à court terme, on a deux axes de déploiement. Il y a un axe là qui est un petit peu présenté sur l'axe horizontal ici, qui est d'accroître le scope complet qui est couvert, à la fois géographique, à la fois la pénétration de nos solutions dans le marché, le fameux marché de 2 millions de véhicules par an à équiper. Donc c'est une conquête commerciale internationale, une conquête de notoriété au sein des marchés sur lesquels nous sommes déjà présents, et bien entendu le maintien de parts de marché ultra majoritaires. Donc ça c'est un axe qui est très important pour nous, c'est l'axe sur lequel nous travaillons au quotidien. Le deuxième axe de croissance, c'est d'accroître le revenu par client en proposant une gamme élargie de solutions. Donc c'est ce qui vient d'être évoqué par Jean-Gabriel. On ne veut pas se contenter de vendre la détection de piétons. Désormais, on propose un panel de solutions et ce panel de solutions va être élargi semestre après semestre autour en particulier de la nouvelle plateforme Blackster qui sera présentée au cours du premier semestre, qui nous permettra, avec beaucoup de souplesse, d'offrir de nouvelles solutions un petit peu à la carte sur une plateforme basée Android et qui sera connectée et sur lequel il sera possible de souscrire des abonnements assez simplement. Donc la plateforme et la détection de piétons sont les points de départ de la relation client, mais à terme, le Blackster sera bien plus qu'un détecteur de piétons, ce sera vraiment une plateforme connectée de gestion de flotte, de services intelligents, de perception autour du véhicule et un point de départ ensuite pour les missions autonomes du véhicule industriel. Donc on a un contexte actuel qui est extrêmement favorable avec beaucoup d'alignements de planètes qui nous servent et ça se lit bien sûr dans les chiffres et dans notre croissance actuelle, mais ça n'est qu'un début. On a un marché qui évolue très très vite, une demande qui évolue très très vite parce que l'évangélisation qui a été réalisée nous a permis de convaincre des grands groupes et aujourd'hui il y a un momentum et il faut absolument surfer cette vague, c'est très important. Dans ce contexte, on a du côté technologique le matériel disponible qui évolue très vite également, ce qui fait qu'il est désormais possible pour nous de nous appuyer sur du matériel en quelque sorte sur étagère ou quasiment sur étagère, et donc de concentrer nos efforts sur le logiciel, sur les algorithmes d'intelligence artificielle, sur la partie système. Donc nos assets technologiques, c'est là-dessus qu'ils vont se concentrer dans les mois qui viennent, alors que dans le passé, le développement de solutions matérielles occupait bien la moitié de nos ressources en recherche et développement. Donc ça, c'est un tournant qui est très très important. Cette évolution du matériel, elle ne fait que commencer. On voit bien que les fabricants de composants, les fabricants de cartes dédiées à l'intelligence artificielle offrent des solutions de plus en plus larges. Donc cette évolution du matériel, elle va nous permettre d'accroître nos solutions et d'accroître la rentabilité de ces solutions. Il y a une généralisation de l'IA dans notre domaine et tous les constructeurs de machines ont aujourd'hui une feuille de route dans l'IA. Et donc notre objectif, c'est de continuer à être l'acteur de référence pour l'IA embarquée sur véhicules off-road. Et enfin, donc tous les véhicules vont être désormais connectés.
et vont avoir des plateformes numériques embarquées avec plus ou moins de puissance de calcul. Et donc notre travail, ça va être d'être soit le fournisseur de cette plateforme, soit le fournisseur de l'intelligence qui est à l'intérieur de cette plateforme connectée. Donc en fait, comme on l'a expliqué précédemment, on est véritablement dans une transition d'une offre de détection de piétons vers une offre logicielle plus élargie et sur ce qu'on appelle les plateformes agnostiques connectées, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant d'un matériel qu'on a dû concevoir. On va pouvoir bénéficier des fortes évolutions actuelles des matériels disponibles qui sont faits par des grands acteurs. Ce qui nous permet, nous, d'une part, de concentrer nos efforts sur apporter de la valeur à nos clients en créant des nouvelles fonctionnalités, et d'autre part, de pouvoir beaucoup plus facilement passer d'un équipement à un autre et faire profiter nos clients des nouvelles performances des équipements qui vont sortir avec cette accélération du matériel disponible. Donc, fort de cela, on va continuer d'adresser deux marchés. Donc, il y a la partie qu'on appelle aftermarket. Donc, toujours vendre aux clients grands comptes internationaux avec une offre élargie, hein, détection de piétons, anti-collision, gestion de flotte, checklist, zoning qui correspond à un ralentissement automatique. Et pour la partie constructeur, développer des partenariats, bien sûr vendre de la détection de piétons, mais ce ne sera pas forcément sous la forme d'un matériel, ça peut être en fonction de l'architecture qui a été choisie par le constructeur, ça peut être uniquement du logiciel ou une caméra avec du logiciel ou un calculateur avec du logiciel. Voilà, ça va dépendre un petit peu au cas par cas de ce qui est le plus adapté pour chaque constructeur. Donc avec de la détection de piétons pour commencer, mais le but du jeu, c'est ensuite de créer et de développer des partenariats technologiques avec ces différents constructeurs pour les aider à avancer sur tout ce qui est technologie de perception. Voilà. Et nous, ça nous permettra aussi, évidemment, de continuer à développer des nouvelles technologies sur notre secteur d'activité avec des clients de lancement. Et ces technologies-là qu'on va développer avec ces OEM-là pourront potentiellement venir enrichir également notre offre aftermarket. Donc, en résumé, ça, c'est un résumé un petit peu global des différents transparents. Donc, une évolution du marché extrêmement rapide, aussi bien au niveau des algorithmes, des équipements que de la demande. Un recentrage d'Arcure autour de ces savoirs de l'intelligence artificielle, du logiciel, des systèmes de perception avec capacité système. Et ensuite, on a deux étapes. On a une première étape où on va digitaliser les engins et les chariots élévateurs des clients finaux. On va aussi aider les constructeurs à développer, à réduire leur time to market pour sortir des technologies de perception sur leurs engins, en profitant aussi de nos connaissances de développement de l'IA dans le off-road. Ça, c'est vraiment la première étape qu'on voit. Et l'étape suivante qu'on entrevoit, donc ça, c'est plus du moyen terme, je dirais, mais les choses vont tellement vite que il faut se préparer à l'avenir. C'est la digitalisation des sites industriels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des caméras et des capteurs sur des chariots élévateurs notamment qui passent leur journée à faire le tour des sites pour transporter des marchandises. Et on se dit qu'on va pouvoir utiliser ces capteurs pour contribuer à la digitalisation des sites industriels. Et avec l'avancement extrêmement rapide de ce qu'on appelle les large language models, hein, qui correspondent à ChatGPT, on voit qu'il y a un potentiel de nouvelles fonctionnalités pour les sites industriels, comme par exemple avoir des jumeaux numériques disponibles en temps réel sur lesquels on pourrait appliquer entre guillemets ChatGPT et s'en servir pour améliorer la productivité des sites et la sécurité des sites. Voilà. Donc ça, c'est pas du court terme, mais vu la vitesse à laquelle tout évolue, on pense qu'on peut également être un acteur dans ce secteur-là.
Enfin, le dernier volet là, sur la présentation de la stratégie, c'est le volet responsabilité. On a deux projets en cours là, qui sont assez avancés. On a un projet de certification ISO 27001 qui concerne la sécurité des systèmes d'information. On a un objectif de certification pour cette année ou l'an prochain. C'est un enjeu important pour nous puisque nos systèmes sont connectés désormais, donc on collecte de la donnée. Et pour beaucoup de nos clients, grands groupes internationaux ou OIM, il est très important de montrer qu'on a une gestion de la donnée et de la confidentialité qui est conforme à un certain nombre de standards. L'ISO 27001 répond à ce besoin-là. On est en cours de certification ISO 14001 également, donc là ça concerne les aspects environnementaux. On vise une certification pour l'automne 2024, hein, donc là c'est un petit peu plus rapproché dans le temps. Et enfin, on a une initiative globale de réduction de notre empreinte carbone et d'adaptation à la raréfaction des ressources au changement climatique au travers de plusieurs axes de travail. Donc, il y a bien entendu ce dont on a déjà parlé, la transition vers une offre logicielle qui permet de partager les ressources matérielles sur le véhicule et donc de limiter mécaniquement l'impact en limitant l'utilisation de ressources naturelles pour rendre notre fonction. Et ce partage-là, il peut se faire soit pour nous en fournissant un matériel qui sert plusieurs objectifs et plusieurs fonctions, soit en utilisant le matériel qui est fourni par le constructeur et ne fournissant que du logiciel. Enfin, un dernier axe, c'est la réduction généralisée de nos déplacements. On sait que, en particulier pour ce qui concerne le bilan carbone, les déplacements en avion sont des gros contributeurs et donc on a un travail important sur le sujet qui est en cours. Bien entendu, avec la généralisation du télétravail et la généralisation des téléconférences et des visioconférences, y compris pour les démarches commerciales, on a déjà significativement changé notre façon de travailler durant les 3 dernières années. On va revenir sur 2023 maintenant et donc expliquer un petit peu ce qu'on a fait et ce qui explique les drivers de ce succès commercial en tout cas, une croissance du chiffre d'affaires, comme on l'a vu, très importante et finalement une distribution géographique de ce chiffre d'affaires qui est assez remarquable pour une société de notre taille. On a toujours, bien entendu, une part France qui reste importante, 16%, mais désormais, on a plusieurs pays qui sont au même niveau que la France. On cite ici le Royaume-Uni, l'Autriche, les États-Unis, mais également l'Allemagne, l'Espagne et puis le reste de l'Amérique du Nord. Donc on voit qu'on bénéficie d'une présence géographique très étendue qui correspond en fait à la présence géographique de nos clients internationaux. Et ça, c'est un élément qui est essentiel dans notre différenciation, au-delà de la différenciation technologique. Le fait d'avoir une présence internationale avec des services techniques dans tous ces pays-là, c'est que ça donne une crédibilité qui est unique sur notre marché et qui nous permet de parler à des grands groupes internationaux comme par exemple ArcelorMittal. On a produit un communiqué de presse en décembre qui annonçait qu'on travaillait au déploiement de Blackster sur leur site. Eh bien, pour pouvoir travailler avec un groupe comme ArcelorMittal, il faut pouvoir répondre présent en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en France, mais également au Mexique, au Canada. Donc un peu partout où ces groupes ont de la présence et des sites industriels, il faut pouvoir livrer des produits, amener un support client, amener une expertise technique, avoir des distributeurs dans certains de ces pays. Voilà, donc là on a fait de la croissance dans pas mal de pays, mais on a doublé en gros le chiffre d'affaires sur l'Europe, hein, donc ça c'est un élément remarquable dans le contexte actuel. Donc la progression des ventes sur les différents canaux de distribution. Donc on a une part d'utilisateurs finaux qui est à peu près à 22%, dont notamment British Airways à qui on a fait une première vente sur la fin d'année. Donc ce qui correspond aussi à un nouveau secteur d'activité pour nous, l'aéroportuaire.
On a une part OEM à 18% et les concessionnaires et distributeurs autour de 20%. Concernant donc ça c'est un rappel sur les engagements de la société en termes de croissance à horizon 2024. Donc en 2021, on avait parlé d'un doublement du chiffre d'affaires à horizon 2024. Donc aujourd'hui, avec un résultat à 18,2 millions d'euros en 2023, on voit qu'on est plutôt en avance de phase par rapport à l'objectif l'année prochaine d'au moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, comme on a eu pas mal d'échanges avec les investisseurs ces derniers jours, bien sûr, la question revient souvent, mais alors, du coup, finalement, c'est une ambition limitée de ne faire que 20 millions en 2024, puisque vous avez fait 18,2 en 2023. Donc, nous, là, on fait simplement un rappel de la guidance qui a été donnée en 2021 ou en 2020. Mais ça ne nous empêche pas, nous, d'avoir une ambition supérieure, hein. C'est simplement que, bon, on fait rappel que historiquement, on avait pris cet engagement il y a quelques années. Nous, on reste sur des objectifs de croissance toujours plus ambitieux que 10%, hein. Les dernières années, on l'a vu tout à l'heure là, dans la première planche, on a fait des croissances moyennes agrégées de l'ordre de 30%. 32% en l'occurrence, là, sur les 3-4 dernières années. Nos ambitions, ça reste de cet ordre-là. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour les prochaines années. Dans un contexte de croissance extrêmement forte de la demande sur notre marché et dans un contexte également où on a une présence géographique et auprès des grands comptes qui nous rend crédibles pour accompagner la croissance du marché. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Et donc là, comme on est sur la présentation professionnelle, vous pouvez poser vos questions directement. Alors, je me permets juste de préciser qu'il faudra activer votre micro. Vous avez l'autorisation de le faire. Gilbert, je vais peut-être démarrer. J'ai une ou deux petites questions. Ce que je voudrais comprendre, moi, c'est le Blackster Origin, où il a représenté l'essentiel des ventes, je suppose, en 2023. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme vente sur l'ancienne version? Et est-ce qu'il y a encore des stocks résiduels sur l'ancienne version à écouler encore sur 2024? Ça, c'est ma première question. On ne nous parle plus d'Oméga. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on a encore des ventes? Est-ce que vous avez changé un petit peu votre stratégie sur cette offre? Et puis, sur la structure de coût sur 2024, parce que bon, on était sur une structure de coût relativement stabilisée en 2023, hein, donc qui nous génère un bel effet de levier. Est-ce que sur 2024, on peut encore compter sur une quasi-stabilité ou est-ce que vous avez commencé à renforcer la structure, notamment sur la partie sales? Voilà, en Alors, gros, pour l'instant. ouais. Donc, il y a plusieurs questions. Donc, sur la partie Oméga, donc on a arrêté. Oméga, c'était une caméra stéréoscopique. C'était un composant qu'on a arrêté de proposer à la vente pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que notre stratégie, c'est plus de faire du hardware, c'est de se concentrer sur le logiciel. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de partenariat avec les constructeurs en apportant justement de l'IA, parce que sur les caméras stéréoscopiques, on voit qu'il y a de plus en plus de matériel qui sont disponibles et notre matériel était obsolescent. Voilà, donc ça n'avait plus l'intérêt de le proposer au marché. Ça, c'est pour un point. Il y avait une autre question sur le nombre de Blackster 3 et le nombre de Blackster O en 2023. Donc, il y a une part quand même assez importante de l'ordre de 30% de mémoire. 30% des équipements vendus en 2023 étaient du Blackster 3 par rapport à du Blackster O. Et en 2024, en quantité, pas en ratio, mais en quantité, on aura à peu près la même quantité de Blackster 3 qui sont déjà commandés, hein, et qui seront livrés en 2024. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des constructeurs qui ont fait ce qu'on appelle un last buy order.
C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'on arrêtait la fabrication du Blackster 3 et donc ils ont précommandé tout ce dont ils avaient besoin jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc on va leur livrer ça effectivement sur 2024. Donc en fait, en nombre de Blackster 3, ça sera à peu près équivalent à 2023. En proportion, ça sera plus faible parce qu'il va y avoir plus de Blackster O et de la nouvelle plateforme Blackster. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Et la dernière question sur... alors effectivement, en structure de coût, on a prévu une relative stabilité de cette structure de coût. On se renforce un peu sur la partie notamment OIM, sur la partie sales, mais voilà, c'est pas une modification significative de la structure de coût. On a 3-4 postes en plus, voilà, qui vont être, ou qui d'ailleurs qui sont déjà remplis pour l'essentiel. D'accord. L'idée, Merci. sur le plan financier, l'idée c'était, enfin, on voulait stabiliser nos coûts fixes, quasi stabiliser nos coûts fixes sur toute la période allant jusqu'à fin 2024. Donc on tient ça. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer ça. Normalement, si on fait ça et qu'on fait la croissance qu'on veut en 2024, on sera établi en territoire de marge très positive, ce qui nous permettra ensuite de choisir ce qu'on fait de cette marge et donc peut-être de reprendre des investissements commerciaux en particulier pour aller chercher plus d'opportunités de croissance, mais à partir de 2025. Ok, bien noté. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pour poser une question, il faut activer son micro et poser la question. Je vais peut-être en tenter une autre alors du coup. Vas-y. Je m'aperçois sur le camembert que vous avez présenté par zone géographique, l'Italie, finalement, on se rend compte que c'est tout petit en fait, ce que vous y faites. Alors que paradoxalement, par exemple, vous êtes très gros déjà, 4% au Mexique. Bon, alors, ce que je comprends, moi, c'est que c'est un petit peu dû à Arcelor, la grosse montée du Mexique peut-être, mais l'Italie est un peu sous-dimensionnée par rapport à ce qu'elle pèse, a priori, notamment sur les marchés européens. Alors, Le Mexique, c'est l'usine de l'Amérique du Nord. Il faut toujours penser dans ces termes-là. Donc, Ah oui. voilà, il y a un continuum, il y a une organisation bien comprise entre les États-Unis et le Mexique, où le Mexique fait les usines low cost. Donc, quand on fait un partenariat stratégique, pas seulement avec Arcelor, c'est pour O-I Glass, c'est pour Forvia. On équipe des usines au Mexique mécaniquement dans le cadre d'un accord international avec ces groupes-là. Mhm. et en Italie, effectivement, on n'est pas très développé parce qu'on n'a pas de force commerciale en Italie aujourd'hui. On y va dans le cadre de nos accords, enfin dans le cadre de déploiement de certains grands comptes internationaux. Donc c'est un axe effectivement potentiel de croissance. Mhm. Ok. Alors, il est possible également de poser des questions dans le chat là. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez écrire une question également ou un commentaire. Le sujet couverture de change, c'en est toujours pas un pour vous, parce que comme vous êtes très très exposé internationalement, est-ce qu'il y a une exposition au dollar qui peut poser problème à un moment ou à un autre? Comment vous pensez la gérer? Ouais, c'est un sujet. Aujourd'hui, on couvre notre risque dollar par une couverture industrielle, tout Oui. simplement. C'est-à-dire qu'on a une part de nos coûts qui est en dollars et une part de nos ventes qui est en dollars. Ce qui fait que sur l'exercice 2023, et bon, il faudrait regarder, mais ça s'équilibre à peu près. Donc c'est la situation la plus confortable pour un industriel. Pour avoir Mm. travaillé dans l'aéro en Europe, c'était beaucoup plus inconfortable. Là, on est dans une situation qui est assez favorable de ce point de vue-là. Après, d'autres risques peuvent se présenter, mais comme on sait quand même que même le yuan est finalement assis sur un basket euro-dollar,
Finalement, il y a pas un risque spécifique yuan. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas identifié ça comme un risque. Par contre, la fluctuation du taux de change bah, occasionne des fluctuations mécaniques dans notre PNL, mais qui, en moyenne, voilà, ne présentent pas de risque majeur. C'est-à-dire, s'il y avait, par exemple, une divergence majeure d'une monnaie par rapport à l'autre, ça n'impacterait pas sur le moyen terme, ça n'impacterait pas significativement la marge. Mhm. Ça marche. Il y a une question qui est arrivée dans le chat. Oui, alors, si je comprends bien, c'est qui sont les analystes qui nous suivent, ou je ne sais pas si j'ai bien Oui. compris, mais en tout cas, les analystes, il y a Gilbert qui est ici pour Midcap Partner. Et puis, on a Odo qui nous suit avec Aurélien Sivignon. Donc, les deux produisent des notes d'analyse euh, plusieurs fois par an. Je ne sais pas si c'est ça la question, hein. La question, c'est est-ce qu'on prévoit d'avoir d'autres analystes peut-être? Voilà. Oui, d'accord, ok. Et là, donc, ouais, pour l'instant, avec deux, ça nous va. On va voir hein, dans le futur, hein, mais pour l'instant, on a des très bons échanges avec ces deux personnes qui ont une bonne compréhension de l'entreprise, qui s'y intéressent. Du point de vue d'ailleurs, bon, c'est l'occasion de faire un commentaire. Du point de vue de la communication financière et des relations investisseurs, donc on a recruté Marc Delaunay, qui est d'ailleurs présent dans cette conférence, qui donc va animer cette relation investisseur et la relation presse et la communication au niveau corporate. On travaillait précédemment avec Actus et donc on s'est dit que c'était un sujet qui était suffisamment stratégique pour pouvoir l'internaliser. Donc désormais, voilà, on a Marc qui va travailler à temps plein sur ces sujets-là. La relation investisseur, c'est extrêmement important pour nous, la relation avec les journalistes aussi. Et on a maintenant les moyens d'internaliser ça. Donc c'est le choix qui a été fait à partir de janvier 2024. Et est-ce qu'une publication éventuellement de chiffre d'affaires trimestriel, est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que c'est vrai qu'on Oui, reste 6 mois finalement sans oui. Bon. visu. Alors on s'est Et- posé la question. On s'est posé la question et notre réponse, c'est qu'on ne veut pas le faire parce que ça n'est pas significatif. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison d'interpréter le chiffre d'affaires trimestriel. Il est trop fluctuant pour Ah oui, représenter une réalité économique. Donc ça occasionnerait plus de doutes qu'autre chose. Déjà, il y a quand même des aléas sur le chiffre d'affaires semestriel, on l'avait vu précédemment. Donc, publier au semestre, ça nous semble être la bonne maille, surtout maintenant où on commence à avoir une certaine taille et une certaine présence géographique, donc ça s'amortit assez bien. Le trimestre, à ce stade-là, alors peut-être quand on fera 100 millions, on pourra le faire au semestre, hein, mais au trimestre. Mais là, pour l'instant, on pense qu'il y a trop de fluctuations et que ça risque d'être surinterprété. Par contre, ce qu'on veut faire désormais quand même, c'est publier des communiqués de presse sur une base beaucoup plus régulière, hein. C'est aussi pour ça qu'on internalise la com corporate, pour donner de l'information produit, l'information sur le développement de la société, sur les contrats, bien entendu, quand les clients nous y autorisent. Il faut savoir que le deal avec ArcelorMittal fait l'objet d'un communiqué de presse parce que Arcelor nous a explicitement autorisé à communiquer. Mais des deals de cette nature-là, il y en a des dizaines. Mais en général, on n'a pas du tout le droit d'en parler. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne fait pas des CP. Mais à chaque fois qu'on aura l'occasion de faire des CP sur le développement business, on le fera. Et vous noterez qu'en tout cas, sur les dernières années, des derniers CP de l'année, on essaie toujours de donner une petite indication quand même de la tendance du semestre pour pas que ce soit la totale surprise quand arrive le CP de mi-janvier. Bon, même si cette année, il y avait encore un peu d'éléments de surprise.
Bon, eh bien, on va clore la séance. Merci beaucoup pour votre présence à cette conférence. Rendez-vous le 27 mars pour la publication des comptes annuels 2023. Donc, on fera un CP à cette date-là et ça sera suivi également d'une conférence investisseurs professionnels pour expliquer les comptes dans le détail. On sera dans ce cas-là accompagné de Virginie, notre directrice financière. Voilà, merci et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.